Je suis Catherine Veil-Olivier, je suis professeure honoraire de pédiatrie à l'Université Paris-Cité. J'ai beaucoup travaillé dans les agences nationales, l'Agence du médicament, Direction générale de la santé, sur l'enregistrement des produits de santé et essentiellement les vaccins, les stratégies vaccinales, et je suis depuis 20 ans membre, je dirais fondateur de Infovac France, qui est dirigé par Robert Cohen et qui nous permet de connaître et de répondre aux différentes interrogations des professionnels de santé, élargies aux pharmaciens, aux infirmières, aux sages-femmes et même à des centres de pharmacovigilance. Et donc, je déclare mes liens d'intérêt qui sont tous trouvables sur le site du gouvernement qui s'appelle transparence.gouv, et c'est très facile. Vous cliquez lien d'intérêt et médecin et vous arrivez directement sur le site. Alors, moi, je suis pédiatre. Donc, j'ai été chef de service pendant 10 ans et j'ai travaillé toujours à l'hôpital. Donc, nous voyons arriver par le biais des urgences ou directement dans le service de pédiatrie, quand la situation est urgente et nécessite, des enfants régulièrement pour méningite à méningocoque. Je dirais d'emblée que depuis l'organisation de la vaccination en France, et notamment depuis l'obligation vaccinale de 2018, clairement, il y a eu un succès considérable dans ce domaine et il y a une quasi-disparition des méningites à méningocoque chez les enfants tout petits, qui était l'objectif initial de cette vaccination. Ce qui n'est pas complètement résolu à l'heure actuelle, c'est la vaccination des adolescents, mais je crois savoir que la Haute Autorité de Santé travaille sur le sujet et nous pouvons espérer collectivement une recommandation dans le courant de l'année 2024. Elle me paraît nécessaire parce que les conséquences d'une méningite à toutes les tranches d'âge sont redoutables et une partie de la population qui, à ce jour, est extrêmement peu concernée en dehors de situations à risque bien particulières, ce sont tous les adultes, et notamment les adultes de 60 ans et plus, qui ont des moyens de défense contre les infections qui sont moins actifs, moins puissants qu'ils ne l'ont été quand ils étaient plus jeunes, et qui développent de la même façon des méningites à méningocoque, même si ce ne sont pas les mêmes sérogroupes, et ce sont surtout les sérogroupes W et Y, comme le montre très bien Mohamed Taha dans la surveillance de très bonne qualité qui est faite en France au centre des infections à méningocoque à Paris. Et ces situations sont, à mon avis, pas suffisamment diagnostiquées, pas suffisamment connues des différents médecins. Elles sont atypiques dans leurs manifestations, elles entraînent un taux de décès qui est plus important que chez les enfants plus jeunes. Pour mémoire, le taux de décès chez les enfants plus jeunes atteints de méningite à méningocoque, quel que soit le sérogroupe, est de l'ordre de 5 à 8%, ce qui est déjà considérable et beaucoup trop. Mais chez les adultes de 60 ans et plus, ce taux atteint 20%. Du fait d'un diagnostic un peu tardif parce que la forme est atypique. La deuxième chose fondamentale, c'est que ce n'est pas uniquement à l'hôpital que les choses se passent, mais après la sortie de l'hôpital, car il y a des séquelles. Et quel que soit l'âge, on peut dire qu'un sujet survivant d'une méningite à méningocoque sur 5 aura des séquelles qui seront durables. Donc vous avez compris que la vaccination établie de façon générale dans la population a permis de réduire considérablement le nombre des méningites à méningocoque. C'est vrai aussi dans d'autres domaines comme les méningites à pneumocoque ou les méningites à Haemophilus influenzae B. Pour les deux derniers pathogènes cités, clairement la population a un peu oublié, notamment en matière de HIB, Haemophilus influenzae de type B, que le succès de la vaccination a été rapide, considérable, et a diminué la mortalité et les conséquences de ces infections chez les enfants très jeunes.
Donc je crois qu'il faut bien se souvenir qu'une politique de vaccination, elle n'est pas faite pour obliger les gens à se vacciner, mais pour les protéger. Et je pense que c'est fondamental d'avoir cette idée-là en tête. Je pense qu'il y a des populations vulnérables qui ont plus besoin d'être protégées que les autres. Sont tous la population des personnes qui ont des maladies chroniques ou qui ont un déficit immunitaire. Je pense à quelques enfants, mais aussi à beaucoup d'adultes. Donc ces personnes-là doivent être protégées, je dirais, en priorité, c'est indispensable. Je vais revenir sur la vaccination des adolescents, qui est un point critique. Beaucoup d'études dans notre hémisphère hémisphère nord, montrent que la colonisation, c'est-à-dire le moyen que la bactérie a de s'implanter dans le seul réservoir qu'elle connaisse, qui est le réservoir humain, est dans le nez, ce qu'on appelle le nasopharynx. Et ces adolescents vivent beaucoup entre eux et sortent beaucoup entre eux, donc la contamination entre eux est plus facile. Et cela touche des adolescents de, je dirais, 14-15 ans. C'est pas ce qu'on appelle un cut-off, c'est pas une limite aussi stricte. Ça monte en puissance à l'adolescence et jusqu'aux jeunes adultes. Ce qui justifiait complètement la recommandation qui avait été proposée de faire ce qu'on appelle un rattrapage individuel jusqu'à l'âge de 24 ans pour couvrir ce risque. Clairement, la vaccination des adolescents est quelque chose de relativement difficile à mettre en place parce que les adolescents correspondent à un groupe qui ne voit pas forcément les risques, qui vit dans l'immédiat, qui ne pense pas forcément à l'avenir, et je trouve ça parfaitement légitime. Ils vivent dans l'instant. Donc, c'est une population relativement large dans notre pays qui est plus difficile d'accès, clairement. Et puis, il y a la vaccination chez les personnes plus âgées, parce que quand une personne âgée fait une maladie infectieuse sévère, comme une méningite à méningocoque, avec les séquelles qui peuvent arriver, et même indépendamment des séquelles, ils guérissent plus lentement d'une maladie infectieuse. C'est une charge de soins pour les milieux hospitaliers, pour les médecins dans leur ensemble, avant ou après l'hôpital. Et c'est un risque de dépendance. Et vous savez que si nous voulons que cette population, qui maintenant est équivalente à la population pédiatrique, ne soit pas une charge pour la population active, il faut essayer de la protéger au maximum pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants, leurs petits-enfants, la collectivité. Alors vous avez bien compris qu'en réalité, c'est pas la vaccination par définition est une protection individuelle, et c'est bien ça l'objectif initial dans une vaccination contre le méningocoque à tous les âges de la vie. Mais je pense que la vaccination, c'est une des mesures qui est la plus proche de l'équité dans une population. Et il faut aussi penser à des personnes qui vivent dans des conditions précaires, de surpopulation dans un appartement, ou qui ont des moyens socio-économiques qui sont faibles. Et nous avions fait une étude il y a quelques années montrant très bien que ces populations-là étaient plus sujettes à faire une méningite à méningocoque avec la suite de l'évolution. Donc c'est l'affaire de chacun, mais c'est l'affaire de tous, la vaccination. Et donc, je peux totalement comprendre que certains soient réfractaires ou aient vécu un événement qui leur rend difficile la vaccination. Mais je crois vraiment que la vaccination est une mesure d'équité dans notre population, et elle doit être proposée à chacun et à tous.